Salut Véro. Salut Christelle. Bah vas-y, rentre. Véro, ça va? Coucou, ça va et toi? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait trop longtemps. Bon, bah t'es prête à cuisiner? Bah écoute, allons-y, c'est parti. Bon alors, est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. Non. Parce que t'avais pas prévu de cuisiner, hein, n'est-ce pas? Non, j'avais pas prévu. Je savais qu'il y avait des surprises de prévues, mais je savais pas quoi. Bah alors, on va faire des beignets de banane. Ok. Donc c'est une recette mauricienne, mais pas que, hein, ce qu'on appelle gâteau banane. Donc il y a cette recette un peu dans les îles, en Afrique et tout ça. Et en fait c'est bien parce que pour les recettes un peu zéro déchet, tu sais, les bananes que justement qui deviennent toutes noires là, tu sais pas quoi en faire, et ben tu fais des beignets de banane et les enfants ils adorent ça. Ah, mais ça Alors tombe mes bien. petits buons oiseaux, je suis avec Véronique Butriche, une star. Alors restez jusqu'au bout, là on va faire les petits beignets parce qu'après on va se faire une petite interview autour de mes beignets et d'un chai latte que je t'ai préparé Véro. Voilà, alors allez c'est parti! Et les beignets sont juste excellents. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que tu as un profil quand même atypique, qu'on ne rencontre pas tous les jours des gens comme toi ou pas? Je m'en rends compte quand je cherche un appartement à louer. Du coup, comme tu peux le voir, bah là, tu vas m'aider un petit peu, hein, même s'il n'y a pas grand chose à faire. Tu vas voir, c'est tellement simple que après tu vas en refaire à tes enfants, n'est-ce pas? Voilà. Avec plaisir. Donc là, on va écraser la banane. Ensuite, une fois que j'aurai écrasé, tu vois, la banane, Ouais. tu vas me mettre le sucre roux dedans. D'accord. Voilà. On peut mettre du sucre blanc, hein, mais moi, voilà, j'aime bien le sucre roux. Donc, C'est meilleur avec le sucre roux. ouais, c'est meilleur. Voilà. Puis, après, c'est selon ce qu'on a hein, sous la main, parce que souvent, tu vois, ça c'est une recette un peu au feeling. Quand tu as des bananes justement qui vont se perdre, ben, tu fais comme ça. Donc allez, tu peux me rajouter le sucre s'il te plaît. Donc là, je vais encore écraser. Comme tu vois, je vais faire un truc comme ça. Donc là, c'est pour avec une banane, tu as l'équivalence de 10 beignets. De 10 petits beignets. 10 beignets, ok, d'accord. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Bah, c'est pas mal, je trouve. Avec une banane, 10 beignets. Est-ce que tu peux me mettre la crème, s'il te plaît? Donc la crème ou le lait, hein, pour ceux qui n'ont pas de crème, par exemple. Voilà. Donc ça, Ça, c'est une petite touche personnelle, hein, vanille. Vous pouvez mettre de la cardamome aussi. Donc de l'essence de vanille naturelle, de préférence. Et encore une fois, c'est selon ce que vous avez sous la main. Même un sachet de sucre vanillé, par exemple. Tu vois, si tu n'as pas de vanille, du sucre vanillé, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et enfin, la farine et la levure ou le bicarbonate. Vas-y. D'accord. Et si on veut qu'il gonfle plus, d'ailleurs, on peut mettre un petit peu plus. Donc mets-moi 2 autres pincées, s'il te plaît. J'ai envie qu'il gonfle bien là. D'accord. Voilà, super. Et là, en fait, je vais prendre 2 cuillères, tu vois, et qui vont m'aider en fait à faire les beignets. Je vais les mettre dans l'huile, donc l'huile que j'ai fait chauffer. D'accord. Donc pour savoir si l'huile est chaude, on va juste mettre un petit bout de pâte. D'accord. Et donc tu vois, si ça flotte, si ça commence à frire, etc. Et ben c'est que c'est prêt. C'est que c'est prêt. Voilà, donc c'est parti. Pour maîtriser la friture, il faut vraiment... En fait, le secret, c'est que l'huile soit très très chaude, c'est ça? Très chaude, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop chaude parce que ça risquerait de cuire à l'extérieur et pas cuire à l'intérieur. Donc ce que je recommande, c'est de mettre l'huile à chauffer dans une petite casserole. Et après, on fait le petit test avec la petite goutte de pâte et voilà. Et du coup, c'est parti, quoi. Donc tu as des beignets nickel. Alors, cette recette, elle peut être entièrement végane, sans gluten et sans lactose, parce qu'à la place, par exemple, du lait, vous pouvez mettre du lait végétal, tout simplement.
Et par exemple, à la place de la farine de blé, vous faites un mix. Donc là, on a 90 g de farine de blé, mais ça peut être 60 g de farine de sarrasin couplé avec 30 g de fécule de maïs. Et vous voyez, les beignets, ils sont juste parfaits. Bon, bah, en tout cas, Véro, merci d'être venue. Hein. Voilà. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là avec toi, Christelle, et puis de déguster ce chai et ces beignets qui sont surprenants. Mais écoute, je te laisse goûter. Tu me dis ce que tu en penses. Hein. Merci. Bon, déjà que j'adore le chai latte, mais alors là, il est vraiment trop bon. C'est gentil. Tu goûtes un beignet du coup? Ah oui, oui. Donc souvent on mange les beignets avec un chai latte en accompagnement. Alors chez moi c'est avec un thé normal, thé noir à la vanille d'ailleurs que je vais utiliser pour faire le chai. Le chai c'est vraiment indien. Chez nous c'est plus du thé noir à la vanille classique avec du lait comme c'est l'héritage anglais. Mais autrement tu peux mettre, on a ce qu'on appelle ça thé elaichi, du thé avec de la cardamome juste dedans. Et les beignets sont juste excellents. Ouais. Ouais. Trop bon. Trop bon. Merci. J'ai appris une recette aujourd'hui parce que je pense que ça c'est un goûter que les enfants vont bien apprécier. Mais voilà, c'est pour montrer que ça c'est un goûter super simple. Ouais. C'est vrai que voilà, il y a quand même un peu de friture, mais si c'est bien maîtrisé, tu sais, tu vois que c'est pas gras. La friture, souvent quand c'est gras, c'est quand c'est mal maîtrisé. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu mets la pâte quand l'huile n'est pas assez chaude. Du coup, c'est là qu'elle s'imbibe d'huile. Mais quand c'est bien maîtrisé, tu vois, tu as un beignet qui est nickel et pas gras du tout, en fait. Ouais. Donc, c'est une découverte, je pense, pour toi. Oui. Alors, Véro, franchement, moi, je te connais un peu maintenant. Enfin, voilà. D'ailleurs, petite histoire. Et merci beaucoup à Daniela, qui nous a permis quand même de nous rencontrer. Et je voulais voilà, raconter un petit peu. Donc Daniela, c'est une amie qui est juste formidable, qui fait toujours les connexions entre les gens, qui a une grande foi et tout ça. Et elle a dit, j'ai quelqu'un à te présenter, Christelle. Ça correspond un peu à ton profil. Et elle a dit la même chose à Véro, de moi, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Et effectivement, on s'est rencontrés, ça a matché. Voilà, une rencontre en plus dans un lieu un peu improbable. On s'est rencontrés à l'église, voilà. Et du coup, aujourd'hui, Véro est ici avec moi. Véro, du coup, franchement, allez, est-ce que tu peux me raconter ton parcours de vie? Enfin, qui es-tu? Tu es quand même quelqu'un d'assez, pour moi, reconnu, en tout cas, dans ce que tu fais. Et c'est quoi tes diverses casquettes? En plus, tu es arrivé avec ton livre, donc tu es auteur. Oui. Voilà, donc je te donne la parole, Véro. Bien, moi, je suis de métier scénariste. En fait, j'ai commencé en tant que comédienne. Donc, j'ai travaillé mes premières années, mes jeunes années, la vingtaine. J'étais comédienne. T'as pas 20 ans. Hein? On peut dire que la première vingtaine, voilà, j'étais comédienne. Et j'ai rapidement bifurqué sur l'écriture. En fait, j'ai toujours aimé l'écriture, donc j'ai toujours écrit. J'ai écrit une première pièce de théâtre qu'on a jouée dans des petits théâtres à Paris, en festival. On est même allé à Toronto avec cette petite pièce. Ouais, c'était vraiment des beaux débuts. Et puis après, j'ai rencontré... Tu viens de Suisse? Oui, je suis suisse, oui. Oui, parce que bon, hein, pour ceux qui... c'est ça. Oui, parce que tu viens de Suisse, du coup. J'ai quitté mes forêts, ma vallée, mes montagnes pour la grande ville de Paris. Donc, c'était un grand changement. C'était pas facile au début. Mais voilà, pas pour l'amour du théâtre à la base, puisque c'était le théâtre qui m'a fait sortir des montagnes. Voilà.
Et puis donc voilà, l'écriture. J'ai rencontré le réalisateur Iner Salem avec qui j'ai écrit les films, la plupart des films. Ouais. Donc j'ai commencé à coécrire avec lui le film My Sweet Pepperland, donc, avec lequel on est allé à Cannes en 2013, c'était. Oh, bah, on vous met les photos, on vous met tout, comme ça vous pouvez tout voir. C'est quand même le festival de Cannes. C'est le festival de Cannes, c'est sûr. Alors il y a avec tout le strass et les paillettes qui vont avec. Ce qui a été un très gros contraste avec les conditions de tournage, puisqu'on a tourné ce film au Kurdistan, dans des montagnes, dans des petits villages, voilà, qui n'étaient parfois pas très sécurisés. Voilà, on n'était pas toujours en sûreté. C'était une vraie aventure. Voilà, on avait des conditions assez difficiles, pour l'équipe aussi, parfois pas d'électricité. Voilà, donc c'était des belles conditions de tournage, on va dire ça comme ça. Et du coup, Cannes a pas mal contrasté avec cette ambiance-là. Donc c'était vraiment une belle aventure, en fait, du début à la fin. Et le Kurdistan revient quand même pas mal de fois, non, dans ce que tu as pu travailler? Oui. Enfin, les projets sur lesquels tu as pu travailler. Exactement, oui. Et ça, c'est dû à... Mais le père de mes enfants est kurde. D'accord, voilà. oui. Et puis donc j'ai travaillé beaucoup au Kurdistan. J'ai voyagé beaucoup là-bas. J'ai beaucoup d'affinités avec ce peuple, ce pays. Donc moi, j'ai beaucoup visité le Kurdistan d'Irak, mais je suis aussi allée au Kurdistan de Turquie. Je peux aussi dire que c'est un pays, même s'ils n'ont pas leurs frontières qui sont reconnues internationalement, mais quand même le Kurdistan d'Irak, c'est une zone indépendante de l'Irak. Mais bon voilà, ils sont quand même, c'est comme une fédération. C'est une zone de l'Irak, en fait la zone nord de l'Irak, et ils sont quand même liés à Bagdad. Voilà. Mais c'est un peuple à part entière, ils ne parlent pas l'arabe, ils parlent le kurde. Le kurde, ce n'est pas le turc, ce n'est pas le perse, ce n'est pas le farsi, ce n'est pas l'arabe. Voilà, c'est vraiment une langue à part. Ils ont une tradition à part, ils ont des danses à part, ils ont J'adore leur danse. Une nourriture aussi à part. Et leur nourriture aussi. Oui, c'est vrai, ils ont de la bonne nourriture. Alors la nourriture, elle est quand même assez partagée entre la Turquie et le Moyen-Orient, donc ils se partagent pas mal les mets. Mais quand même, ils ont leur façon de faire, les légumes farcis, donc les dolmas, ils ont vraiment leur façon à eux de cuisiner. C'est un peuple qui évolue très rapidement, qui a énormément souffert dans les siècles passés du fait de ne pas avoir une terre à eux, en fait. C'est un peuple qui est départagé entre 4 pays différents. Voilà. Et donc il y a aussi une très forte diaspora kurde, en Allemagne notamment, mais aussi en France. Donc voilà, il y a aussi les Kurdes de la diaspora qui forment à eux aussi pas un peuple à part, mais je veux dire une entité à part. Voilà. Donc ils sont vraiment départagés. Et là, le Kurdistan du Nord évolue extrêmement vite. La ville de Arbil a extrêmement évolué durant les dernières années. On y voit des gros buildings. Ça se rapproche un petit peu d'Abu Dhabi ou de Dubaï. Voilà, ils sont un peu sur cette lancée-là. Donc il y a beaucoup d'évolution dans la capitale. Aussi, l'égalité femmes-hommes évolue aussi. Ils sont bien évolués comparés aux pays alentours pour ça. D'accord. Voilà, donc ils sont sur la bonne voie. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Ils ont pas mal de divisions internes, ce qui est difficile du coup pour former un vrai pays. Mais voilà. Vraiment, c'est un peuple à part. À part, oui, voilà. Qui revendique sa spécificité par rapport aux autres peuples autour, mais qui n'est pas reconnu en tant que pays à l'étranger, à l'international. Et ce qui est, pour eux, c'est vraiment leur fardeau. Ils portent ça vraiment comme une souffrance. Ouais. Bah écoute, sur la souffrance, on va rebondir. Parce que bon, voilà, tu as quand même un profil très atypique que je suis ravie de présenter, tu vois, sur ma chaîne.
Donc tu peux citer d'autres films que tu as fait, comme ça on les mettra et puis on les mettra aussi dans la description de la vidéo pour inviter les gens à aller encore plus te découvrir, regarder les films sur lesquels tu as pu travailler. Toi tu as été sur la partie scénario, c'est ça? Tu as travaillé Oui. Alors sur le premier film My Sweet Pepperland, j'étais aussi comédienne et j'étais aussi script sur le tournage. Donc t'es dans le film? Ah oui. Ah, il faut qu'on regarde le film. Il faut Oui. qu'on cherche le bout de la vidéo. Voilà, c'est combattante avec une arme, un kalachnikov. Bah, voilà. D'accord, C'est ok. D'accord, c'est toi. Voilà, oui, donc il y a le film d'après, Tight Dress, est un film qui n'est pas sorti en France, qui a eu quelques problèmes au moment de sa sortie en Turquie. On l'a tourné en Turquie. C'est un film ça arrive parfois, qui est un peu resté comme ça, suspendu en l'air. Et puis on ne sait pas si un jour il va donner quelque chose, si quelqu'un va le diffuser quelque part. On ne sait pas. Parfois ça arrive. On fait un film on le produit, on l'écrit, on le produit, on le tourne. Et puis tout à coup, voilà, quelque chose capote au moment de la sortie. Il y a eu un peu un scandale dans un festival en Turquie lors de sa sortie parce que on présentait dans ce film la femme sous un angle un petit peu ouvert. Enfin, Je ouvert, veux pas dire normal, que c'est ou... fermé là-bas, mais je veux dire, voilà, un petit peu, ça mettait en avant la libération de la femme et ça n'a pas très très bien passé, D'accord. malheureusement. Donc voilà. Mmh. Sinon, donc il y avait ce film, Tight Dress, dans lequel j'ai un rôle aussi, un bon rôle. Et après, il y a le film qui est sorti en 2019, Qui a tué Lady Winsley, qui est un polar, qui a été tourné sur une île au large d'Istanbul. Voilà. On reste toujours dans le même... Oui, ouais, dans la même partie du monde. Tu aimes bien hein, tout ce qui est un peu, comment dire, pas exotique, mais oriental, n'est-ce pas? Un peu... Ben oui, par la force des choses, en fait, je suis très liée à cette partie-là du monde. Ouais. Ouais. C'est ça. Bah, et moi, j'aime bien les gens qui sont justement ouverts sur le monde et je rencontre toujours ce genre de personnes qui soit est d'origine comme moi et qui fait des choses ou alors des gens qui vont être, tu vois, des franco-français mais qui ont voyagé ou qui ont fait quelque chose ou qui ont un attrait pour l'étranger. Ça, c'est super, tu vois. Ouais. Oui, c'est super. Et d'ailleurs, je suis super contente de t'avoir rencontré parce que voilà, c'est pour moi une ouverture davantage sur le monde et puis tout ce que tu fais, c'est vraiment remarquable. Je veux dire, c'est plein de sens, plein d'artistique, plein de sensibilité et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir... Il y a un nouveau film du coup qui est sorti, donc il est sorti quand déjà? Le 29 juin. D'accord, le 29 juin. Good Night Soldier. Ok, et du coup ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour entre voilà, une fille et son amoureux qui est un peshmerga, donc un combattant qui combat sur le front kurde, toujours. Kurde, toujours. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Exact. Les deux familles s'opposent au mariage et puis le garçon se fait blesser lors d'une embuscade sur le front. Il est blessé au dos et il devient impuissant. Donc après, il y a toutes les problématiques de l'impuissance dans le couple qui se posent, en plus de cette problématique des familles en guerre. Voilà, donc des thématiques assez actuelles et assez universelles, je dirais. Oui, complètement. Complètement. Et de ce fait, est-ce que pour toi, ça a joué un rôle quand même d'être, que ce soit ciblé et que tu aies une spécialité quand même dans tout ce qui était un peu kurde et tout ça? Pour toi, tu trouves que ça a contribué quand même à l'avancée de ta carrière ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est évident. Déjà de par ma rencontre avec le réalisateur avec qui j'ai travaillé en grande partie dans ma carrière, le fait d'avoir découvert le Kurdistan, ces gens, le fait d'être partie, voilà, d'être sortie de la Suisse, d'être sortie de la France,
Tout ça est un enrichissement vraiment très important personnellement, mais aussi professionnellement. Ça c'est clair, c'est sûr. Je peux écrire. D'ailleurs, mon livre parle. Ah oui, vas-y, parle-nous de ton livre. Un des personnes. Madame Mater. Oui. Madame, c'est toi? Non. Non? Non. Non. Non, c'est le personnage du livre. C'est un des deux personnages. Il y a deux protagonistes. Une dame âgée de 80 ans et un Kurde, justement, d'une petite cinquantaine d'années, voilà, qui dirige une agence d'aide à la personne. Et cette vieille dame qui a un caractère très fougueux. Et donc, c'est leur rencontre et puis leur cheminement ensemble, leur amitié qui naît de cette rencontre un peu fougueuse, je dirais. D'accord, c'est pas une histoire d'amour? Non, c'est pas une histoire d'amour. Ou on pourrait dire peut-être que c'est un amour platonique, mais c'est une amitié très forte, quelque chose, une rencontre. Ouais. C'est une rencontre qui rend les deux protagonistes presque dépendants l'un de l'autre. Hein. On parle toujours des côtés négatifs de la codépendance aujourd'hui. Et ben moi, je parle du côté positif, en fait, d'être dépendant de l'autre, puisque je crois qu'on a besoin les uns des autres. Autant on a besoin d'une sorte d'individualité, oui, mais pas à l'extrême. On a besoin des autres, on a besoin aussi, et on doit reconnaître aussi qu'on est aussi dépendants les uns des autres. Donc voilà, je crois que je mets ça un petit peu sous une lumière positive. Voilà. Et puis cette dépendance l'un de l'autre va les transformer et va les aider à surmonter les souffrances du passé, en fait, parce que les deux ont pas mal de casseroles derrière eux, donc voilà. C'est la vie, en fait. C'est la vie, voilà. C'est juste deux personnes de la vie. Parce qu'on peut dire, un tel traîne des casseroles, machin, mais en fait, si on regarde un peu tous nos vies, on traîne tous un peu des casseroles, et en fait, c'est ça, il faut s'accepter aussi à un moment avec tout ça et avancer ensemble, main dans la main. Oui. Et puis accepter qu'une tierce personne puisse avoir une influence sur notre propre guérison aussi. Oui. Notre propre avancée. Et qu'on ne fait pas tout seul, on ne peut pas réussir tout seul, c'est pas vrai. Non. Pour moi, c'est un mensonge et donc je suis d'accord avec toi. Je prônerai ça. Je ne suis pas toute seule d'ailleurs, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Voilà. J'ai une équipe et sans cette équipe, je n'aurais sûrement pas avancé dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, c'est évident. Et Véro, est-ce que, franchement, tu es comédienne, tu es auteure, tu es scénariste, tu peux être prof de théâtre aussi, tu as été prof de théâtre à un moment. Oui, j'ai été prof de théâtre. Tu es réalisatrice aussi ou pas? Ça, c'est à venir, c'est mon projet en fait. D'accord. J'espère que ça pourrait se mettre en place, on verra. Par rapport à tout ce que tu fais, tu es quand même quelqu'un de très accessible, très humble, très... voilà, on peut te poser des questions, tu es chez moi aujourd'hui, la preuve... pour moi, tu es quelqu'un de reconnu, tu es une vraie star sans avoir un comportement de star. Je me considère pas du tout comme une star, donc, mais merci. Mais voilà, les gens, vous allez voir toutes les photos, tous les liens, et vous allez me dire si c'est pas une star, Véro. C'est à vous de me le dire en commentaire si c'est pas une star. Mais voilà, est-ce que tu as un conseil à donner ou je sais pas, quelque chose par rapport à ça, à l'attitude de certaines personnes qui voudraient peut-être faire ce que tu fais toi, comment t'es arrivée à rester comme ça? Tout simplement, je pense en vivant. Je pense que la vie n'épargne personne, autant que ce soit pour les souffrances ou pour les bénédictions. Donc les souffrances m'ont appris beaucoup de choses, les bénédictions aussi. Et du coup, je pense que tout simplement, je vis quoi, comme tout le monde. Je veux dire, chacun fait son travail, essaye de s'en sortir. C'est mon cas aussi, comme tout le monde.
Voilà, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on pense qu'on a en soi. Et je pense que c'est important de se rappeler que ce qu'on a peut nous être enlevé à tout moment, que les sécurités qu'on pense avoir peuvent aussi s'écrouler à tout moment. Et du coup, c'est important pour moi de garder une attitude humble face à la vie, comme quand on est dans la nature, en face d'une énorme montagne, on doit garder une attitude humble face à cette montagne énorme, parce que autant elle est belle et merveilleuse, autant elle est aussi dangereuse. Elle a aussi ses risques. Moi, je vis comme ça. Et puis, je fais aussi un métier qui est dénué de sécurité. Donc pour moi, c'est un pas de foi de vivre chaque journée, je dirais. Et oui, complètement. Voilà. Puis tu as 2 enfants. J'ai 2 enfants. Voilà, donc moi je trouve que tu es très courageuse de faire ce que tu fais, et tout ce qui est un peu artistique, comme vous le savez, un peu, comment dire, c'est pas comme des métiers palpables où tu vas au bureau, où tu sais qu'à la fin du mois tu vas toucher ton salaire, etc. Nous, si on travaille pas, si on met pas tout notre cœur dans ce qu'on fait, si quelque part on ne compte pas nos heures, voilà, on sait pas vraiment, mais en même temps c'est avoir la foi que de se lancer et de se dire allez, ça va fonctionner, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Ouais. Donc, et toi, tu es la meilleure personne pour en parler. Exactement. Donc, plus que ton parcours, ton livre et tout ça, il y a vraiment une leçon de vie qui est là, tu vois. Il y a de la passion, il y a de la véracité, il y a de l'authenticité. Il y a beaucoup de choses, tu vois, quand tu parles, il y a une voix très douce, tu es vrai, quoi. Donc, et c'est ça que j'invite les gens vraiment à aller te suivre, pas pour dire abonnez-vous et compagnie, on s'en fout. Vraiment, aller suivre Véro pour son cœur, pour ce qu'elle a, acheter son livre parce qu'elle le mérite et parce qu'elle a mis de sa personne. C'est pas une personne bling bling. C'est pas une personne qui, comme les autres, peuvent être à fond sur l'image. Moi, personnellement, oui, je suis sur l'image parce que c'est mon métier, je suis communicante, créatrice de contenu, influenceuse. Mais je pense que ce que j'ai toujours regardé de ma vie et tout ça, c'est que je suis restée vraie. Voilà, malgré tout, je reste vraie. Et les gens que j'invite et qui sont là, ils sont vrais comme moi. Donc, voilà, en tout cas... N'hésitez pas, laissez-nous un message. Voilà, on vous met tout encore une fois dans la description de cette vidéo. Et franchement, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mes petits piments oiseaux. Merci. On me dit comment bon appétit en kurde? Nushijan. Ah, super.